Et on parle disruption pour cette table ronde. Merci infiniment à tous les deux de nous avoir rejoints sur ce plateau. Wesley Lebeau, CPRAM, et Jacques-Aurélien Marcineau, EDRAM. Et je crois que nous sommes en ligne également avec Benoît Pelloual de Vega, qui est confiné chez lui pour des raisons maintenant que tout le monde imagine, parce que ça n'est pas un simple rhume, mais en même temps, vous avez l'air en forme, Benoît. Alors, on a su s'adapter d'ailleurs. On a su s'adapter. Depuis mercredi où il a le Covid, effectivement, il est là. Exactement. Pourquoi ce thème de la disruption? C'est un mot qu'on emploie beaucoup, sans d'ailleurs forcément y donner un sens très précis. Oui, effectivement. Puis je pense que la première question, c'est de savoir ce que ça veut dire. Oui. Qu'est-ce qu'on met derrière? Et surtout quand on est gérant, quelle est la définition que vous avez, qui est certainement peut-être propre à vos maisons, et comment, bien évidemment, on l'applique dans la gestion? Alors, qui veut répondre? Wesley. Je vais commencer. Bonjour. Wesley. Le premier. Effectivement, après, il faut pouvoir s'approprier le terme et voir comment on peut investir et créer un univers d'investissement autour de la disruption. Donc, on sait aujourd'hui que la disruption a émergé dans les années 90 pour expliquer le changement, l'accélération, cette vélocité de l'innovation qui est arrivée, en particulier dans le secteur de la consommation et l'électronique de grand public. Donc pour nous, aujourd'hui, la disruption, finalement, c'est une rupture technologique qui va permettre de créer un nouveau marché et de transformer un marché existant. Donc ça va être une innovation, un produit, un service qui va être plus rapide, plus simple, moins cher, avec plus de sécurité associée. Donc voilà comment on a construit notre univers autour de la disruption. D'accord, Alien, votre définition. Parce que, pardon, je fais une parenthèse, n'y voyez rien de cynique, c'est un peu comme le greenwashing. Parfois, on a l'impression que tout devient disruption et que finalement, plus rien ne l'est à la fin. Alors, il est vrai qu'aujourd'hui, sur les marchés, toutes les sociétés essaient de passer comme des sociétés disruptives. Mais ça n'enlève rien à la réalité de la disruption. Je vais vous donner deux exemples très concrets qui parleront à nos auditeurs. Il y a encore 10 ans, Yahoo avait 1 milliard d'utilisateurs quotidiens. Qui utilise encore Yahoo aujourd'hui? Nokia avait 40% de part de marché dans les téléphones mobiles et était la première marque de référence il y a 10 ans. Donc les cartes du jeu économique sont rebattues de plus en plus vite. C'est aussi une autre définition de la disruption. Ouais, mais est-ce que c'est de la disruption? C'est justement parce que finalement Nokia n'a pas su s'adapter à son modèle, mais le modèle du téléphone portable, il est toujours là. Ou Yahoo n'a pas réussi à s'adapter à son modèle, c'est juste que Google est arrivé et a pris le marché dans son ensemble. Ça amène la vraie question qui est de dire, est-ce que les sociétés s'adaptent et à quel rythme elles s'adaptent? Donc finalement, la disruption, c'est finalement la vitesse à laquelle les entreprises doivent changer, se renouveler pour rester dans la course. Et d'ailleurs, j'en profite pour faire un parallèle, la disruption n'a pas disrupté la finance moderne. Pourquoi je vous dis ça? Parce que finalement, si vous croyez dans la disruption, vous devez croire dans la disruption de la disruption, par la disruption. Alors là, on entre en philosophie. Ouh là là, oui. Donc ce que je suis en train de dire, allez-y, parce que finalement, aujourd'hui, les investisseurs peuvent vous dire ne regardez plus la valorisation parce que les sociétés sont disruptives. Mais c'est une bêtise, parce que quelque part, la société disruptive d'aujourd'hui sera disruptée demain par une autre. Donc la valorisation a toujours du sens aujourd'hui. C'est comme la jeunesse, elle est appelée à devenir un peu moins jeune. Benoît, votre définition de la disruption? Je rejoins, bonjour à tous, donc effectivement je rejoins assez largement ce qui a déjà été évoqué, notamment insister sur l'idée de rupture qu'évoquait justement Wesley. Effectivement la rupture technologique est souvent vraiment clé dans les phénomènes de disruption. Et pour revenir sur ce qu'évoquait Philippe, c'est ça qui est très intéressant, c'est que les phénomènes de disruption, en fait la disruption c'est un processus. C'est un processus qui est à l'origine d'un bouleversement, et donc qui dit bouleversement dit qu'il y a des gagnants et des perdants. Et donc justement, lorsqu'on essaye d'appliquer ça à un concept d'investissement, l'idée ça va être justement d'identifier les sociétés qui sont à l'origine de ce bouleversement, ou qui vont justement en profiter, et justement d'essayer d'éviter ceux qui vont précisément en souffrir. Donc c'est ça qui est vraiment clé dans le travail de translater justement ce concept de disruption qui peut paraître un peu nébuleux et un peu général à un vrai concept d'investissement tangible, parce que c'est ce qui va nous permettre justement d'être investis dans des sociétés qui offrent justement de la visibilité, de la qualité en termes de génération de profit, ce qui est, nous, en tant que gérants de portefeuille, précisément ce qui nous intéresse. Merci Benoît, on vous retrouve dans un instant. Petit sondage en ligne que l'on peut lancer immédiatement avec cette question devant vos écrans. Vos clients sont-ils sensibles à la disruption, oui ou non? Si tant est d'ailleurs qu'ils aient cette notion de disruption. Tous les clients ne l'ont peut-être pas forcément. Première thématique qui vous vient à l'esprit, à l'un et à l'autre, quand on parle disruption, c'est laquelle, Wesley? Transformation digitale.
D'accord. Donc on est vraiment sur le digital. D'accord. Depuis 20 ans, une trentaine d'années, on a vu cette accélération de l'économie et le transfert de l'économie réelle à l'économie digitale, qui a été nourrie par les coûts de production, de compute qui a été de moins en moins cher, et avec cette capacité à beaucoup de secteurs d'utiliser cette force de calcul pour transformer, pour améliorer des business models existants. Mais vous le dites, pareil, je fais un peu de philosophie, 3 secondes, ça fait 20 ou 30 ans, cette révolution digitale. Est-ce qu'elle n'est pas déjà un peu vieille? Et est-ce que ça n'est pas le prolongement de Gutenberg? Est-ce que dans le fond, on parle de tempête dans un verre d'eau? Alors, elle a commencé il y a une trentaine d'années, mais elle touchait très peu de secteurs, très peu d'industries. Et aujourd'hui, on voit que l'émergence de la disruption qui a pris naissance dans le secteur de la technologie et des technologies de l'information, on voit qu'elle se déverse dans toutes les industries qui sont en train de s'adapter de plus en plus rapidement. Et la crise de 2020 de la Covid a montré le besoin de transformation et d'adoption qui n'a jamais été aussi rapide dans les différentes industries. La blockchain, pour vous, c'est quelque chose de disruptif par rapport à l'évolution digitale qu'on a connue depuis... C'est une étape supplémentaire? C'est une étape supplémentaire. C'est une étape où on enlève certaines frictions, on enlève des avantages, des inconvénients, pour que ça soit toujours beaucoup plus rapide, beaucoup plus sécurisé. Donc, c'est des évolutions de la façon dont on sauvegardait des données et comment on transférait ces données. Jacques Aurélien. Je pense que dans votre question, il y a une notion de vélocité. C'est-à-dire que la disruption et l'innovation générale ne se diffusent pas avec la même vélocité d'un secteur à l'autre. Pour le dire différemment, Uber a mis seulement 10 mois à passer de la Californie à Paris, Bruxelles, Londres. La disruption dans le secteur de la santé, la digitalisation du secteur de la santé, c'est quelque chose, on en a encore pour 20-30 ans avant qu'on arrive vraiment à une amélioration des résultats dans les différents champs de recherche. Donc on a vraiment cette notion de vitesse. La disruption peut-être, Benoît, dans le monde du travail. Alors le hasard fait que vous êtes chez vous, peut-être devant le même ordinateur qui vous permet de travailler de temps en temps. On sait qu'il y a un changement dans les comportements liés évidemment à la crise sanitaire. Oui, bien sûr, justement, c'est un des gros thèmes qu'on privilégie et qui nous semble hautement disruptif. Justement, j'écoutais avec beaucoup d'attention ce que disait M. Julia précédemment sur l'intelligence artificielle et notamment la robotique, l'automatisation. C'est pour nous un thème extrêmement important et particulièrement disruptif. Ça l'était déjà avant l'arrivée du Covid, mais ça l'est encore plus aujourd'hui parce que tout simplement, comme après chaque crise, on a une poussée inflationniste qu'on connaît tous, là, qui est particulièrement aiguë, parce que on a justement des pénuries de main-d'œuvre, on a des pénuries de matières premières, etc. On a un appareil productif qui est convalescent avec une demande qui a rebondi fortement. Donc, comme à chaque fois, les entreprises font des efforts de productivité pour limiter ça, mais sauf que là, on a des moyens beaucoup plus importants grâce aux nouvelles technologies, et qu'en plus, la spécificité de cette crise fait qu'on multiplie maintenant, pour des questions sanitaires, des tâches qui sont répétitives, assez peu productives, qu'on a cette problématique accrue de pénurie de main-d'œuvre. Et donc là, on ouvre le champ beaucoup plus large, justement, pour l'automatisation. Et nous, on est assez convaincus que toutes ces problématiques vont surtout se résoudre dans les années qui viennent par une poussée très forte de la robotique et de l'automatisation, parce qu'à la fois, on a les technologies beaucoup plus importantes pour le faire, et puis on a une crise qui a généré encore beaucoup plus d'occasions d'automatiser, donc probablement un rebond de la productivité qui peut être cette fois transformant. D'accord. Merci beaucoup, Benoît. À la question, vos clients sont-ils sensibles à la disruption? Vous êtes 61% à répondre non. Et 39% seulement à répondre oui. C'est assez intéressant, je vous demanderai de le commenter. Question, Philippe, suivante. Alors, j'ai une question qui est... que je vais rapprocher au métier du conseil en gestion de patrimoine. Globalement, le métier de conseil en gestion de patrimoine, c'est un métier qui finalement, vu du métier de conseil, est un métier ancien, qui est un métier qui évolue peu, sur lequel il y a une contrainte réglementaire qui est forte. Est-ce que ce métier, pour vous, est disruptif? Est-ce qu'il est disruptif? Est-ce qu'un acteur potentiellement peut rentrer dedans et balayer du revers de la main tout le conseil tel qu'il est aujourd'hui? Wesley? Tous les métiers, de toute façon, sont amenés à évoluer. L'avantage du métier de gestion de patrimoine, gestion de portefeuille, c'est quand même cette relation client qui est extrêmement importante. Et on voit quand même que des métiers, lorsqu'il y a
des niveaux de friction et d'interaction avec l'humain importants sont des métiers où il y a le moins de disruption qui est amené à arriver dans les années qui viennent. Je veux dire, une nounou, on ne pourra jamais la remplacer, on ne pourra jamais la mettre un nourrisson dans les bras d'un bébé. C'est intéressant ce que vous dites. Donc la disruption est liée à la technologie, à la technique. Voilà. Mais par contre, tout le process qui est derrière, le back-office, les outils qu'on peut utiliser, comment on peut être beaucoup plus efficient, efficace, comment on peut toucher de manière plus adéquate le consommateur, tout ce process, il évolue et il faut s'adapter à cette évolution pour être efficient, pour amener un conseil beaucoup plus éclairé et faire de mieux en mieux son métier. Jacques-Aurélien, pareil, de la même manière, on n'imagine pas avoir un avatar qui vous dit pour 4 millions d'euros demain, il faut investir en assurance vie? Alors, clairement pas. Je rejoins totalement Wesley sur le fait que c'est un métier qui est très peu à risque, qui est basé sur la confiance. Et la confiance, ça s'entretient. Et la confiance, c'est entre des êtres humains. La confiance dans la machine, c'est une confiance dans la personne qui a construit la machine. Donc, c'est quelque chose d'autre. Par contre, il est nécessaire de s'outiller. Et c'est sûr que quelque part, l'expérience que vous êtes en mesure d'offrir à vos clients doit être, on va dire, au standard des nouvelles technologies. Et c'est aussi l'enjeu. D'accord, donc l'outil. On va laisser Benoît réagir à cette même question Benoît, avant de marquer une petite pause. Dans tes investissements, justement, est-ce que tu as des éléments ou des sociétés que tu suis qui pourraient être disruptives dans ce monde du conseil en gestion de patrimoine? Effectivement, c'est très intéressant quand on regarde tout l'écosystème des fintech. En réalité, c'est pas quelque chose qui va venir remplacer le conseil qui est fait par un conseiller en gestion de patrimoine pour accompagner son client. C'est ce qui était évoqué avant également avec Monsieur Julia, c'est qu'en réalité, ça va plutôt lui servir d'assistant et de encore mieux valoriser son métier, de mieux le faire en se concentrant sur ce qui compte véritablement, sur le conseil, mais qu'en réalité, toutes ces technologies vont juste l'aider, l'assister et en réalité faire ce qui est le plus intéressant et le plus pertinent dans son métier, et pas du tout le remplacer en aucun cas. Jacques-Aurélien, une courte réaction avant qu'on marque. Oui, alors je vais essayer quand même de développer un point un peu complexe, mais en quelques instants, il faut garder en tête que le monde change en permanence et que tous les systèmes dont on parle, de machine learning, d'intelligence artificielle, sont basés sur le fait que le monde ne change pas. Donc pour dire s'il y a des changements fiscaux, des changements géopolitiques, des changements technologiques, toutes les cartes sont rebattues. Et pour le dire différemment, tous les 5 autour de ce plateau, personne d'entre nous ne peut battre une intelligence artificielle au jeu d'échecs ou au jeu de Go. Mais maintenant, si demain on rajoute une nouvelle pièce qui s'appelle le Wesley+, qui est une case supplémentaire, assez complexe. Assez complexe à gérer, mais quand même, pendant quelques parties, on peut tous gagner. Parce que le système va dire, OK, le jeu n'est plus le même, donc ce que j'avais appris ne fonctionne plus. Or, la réalité, c'est que le monde change. Donc, quelque part, si vous preniez par exemple, toutes les données de la Terre des 200 dernières années, elles ne servent à rien. Parce que si vous prenez des données d'il y a 30 ans, il y a encore l'URSS. Enfin, bon, allez, 35 ans, il y a encore l'URSS. Il n'y a pas Internet. Donc, le monde change en permanence. La fiscalité change en permanence. Donc, le métier de conseiller en gestion de patrimoine est là pour durer. Très bien. Alors, il y a une chose qui ne change pas dans cette émission, c'est que de temps en temps, on fait une petite pause publicitaire. Chez Edmond de Rothschild, nous n'allons pas vous annoncer une révolution majeure pour 2022. Bien au contraire, nous souhaitons vous dire que nous resterons fidèles à nos valeurs et à la devise de la famille Rothschild que nous portons depuis plus de 250 ans pour développer des visions de long terme et identifier des investissements d'avenir. À savoir Concordia, bâtir une relation de confiance, Integritas, agir avec responsabilité et Industria, atteindre l'excellence. Alors, l'URSS n'existe plus, mais en revanche, la Chine est toujours là. Elle est toujours avec à peu près le même régime politique. Chine en 2021, opportunités et risques. Et puis une petite anticipation sur 2022, c'est la chronique de Nicolas Lemaire. Nous avions peur qu'il y ait un atterrissage brutal en Chine. Mais presque tout le monde ici pense que ce ne sera pas le cas finalement. Nous allons plutôt voir une évolution vers une croissance durable. C'est par ces mots que Christine Lagarde décrivait l'économie chinoise lors du Forum économique de Davos en 2016. Cette analyse fait toujours sens. 7,7% de croissance du PIB en moyenne entre 2010 et 2019, bien que l'on constate que ce taux de croissance diminue chaque année. En 2020, la Chine a su montrer sa force économique, en étant l'un des rares pays à connaître une croissance positive de 2,3%. C'est plus poussif pour 2021. Même si celle-ci est toujours plus élevée que celle des États-Unis et de l'Europe, la croissance n'a atteint que 4,9 points. Beaucoup de chiffres donc, qui amènent à une question. La Chine a-t-elle toujours le potentiel pour devenir la première puissance économique mondiale ? Les 2 dernières années sont finalement assez atypiques.
La Chine a été le berceau de l'épidémie et l'application précoce de mesures restrictives a permis à son économie de redémarrer plus rapidement en 2020. Pour 2021, le ralentissement peut être expliqué par plusieurs facteurs. D'abord, l'activité industrielle a été ralentie par les nombreuses coupures de courant que connaît le pays, coupures principalement liées à la pénurie de charbon. Ensuite, la pandémie de Covid-19 continue également d'impacter l'activité économique. Des quarantaines totales sont appliquées actuellement sur plusieurs villes pour sauver la tenue des Jeux Olympiques. Par ailleurs, certains pans de l'économie chinoise sont en difficulté, comme le secteur immobilier. Evergrande, second promoteur du pays, a défrayé la chronique ces derniers mois. La société a d'ailleurs vu sa cotation être à nouveau suspendue à la bourse de Hong Kong il y a quelques jours. Pour finir, la volonté de Pékin et du Parti communiste de durcir la réglementation sur des secteurs comme la tech, les services financiers, l'éducation, les jeux vidéo ou encore les transports a pu refroidir les investisseurs. Le bilan est donc assez sombre. Mais doit-on fuir la Chine pour autant ? La réponse est non. L'économie chinoise doit bien sûr trouver un nouveau souffle, qui pourrait venir par exemple de changements structurels, au profit des secteurs plus verts. L'État chinois prend d'ailleurs de plus en plus d'initiatives gouvernementales pour soutenir le développement durable. Au niveau des évolutions réglementaires, la Chine est consciente de l'impact négatif qu'ont eu les durcissements sur les investisseurs. Des mesures d'assouplissement pourraient donc intervenir en 2022 pour ramener la confiance. En parallèle, la Banque centrale chinoise pourrait aussi avoir un rôle à jouer. À l'inverse de ses homologues américaines et européennes, elle pourrait être amenée à relâcher la politique monétaire afin d'accompagner les entreprises et la consommation domestique chinoise. Enfin, si l'on observe les valorisations, on constate toujours que le prix des actions chinoises reste attractif, avec un pair moyen de 15 fois les bénéfices. Des opportunités sont donc à saisir, mais ceci se fera au prix d'une volatilité certaine qui force à appréhender les marchés chinois avec prudence. La bataille avec les États-Unis pour la première place va se poursuivre. Les tensions commerciales entre les deux pays n'ont pas disparu. Pour prendre la place de son rival, l'Empire du Milieu doit réussir à diversifier son économie. Les secteurs disruptifs peuvent être un levier. On peut citer par exemple la robotique, sur laquelle la Chine fait office de précurseur. Ce domaine sera sans doute l'un de ceux à suivre dans les prochaines années, car il peut entraîner des évolutions majeures dans nos modes de vie. Nos partenaires vous parleront disruption mieux que moi. Je leur rends donc la place en plateau avec Emmanuel et Philippe. Et merci. En effet, on va continuer à parler de disruption avec ta question, Philippe. En fait, ce qui est intéressant maintenant, c'est rentrer dans le concret finalement de vos gestions. Et quels sont les biais de gestion que vous avez chacun dans votre gestion de fonds, justement sur cette analyse des gagnants de demain, des sociétés les plus disruptives ? Alors, lorsqu'on regarde le biais de gestion qu'on a dans le fonds et dans l'univers d'investissement disruptif, on a quand même un biais qui est plutôt orienté croissance, mais on a un univers d'investissement qui est relativement large et diversifié. Lorsqu'on a lancé le fonds il y a un peu plus de 5 ans aujourd'hui, on voulait pouvoir investir dans tout le spectre de la disruption, donc dans tous les secteurs. Et on va retrouver des expositions à la fois dans le secteur de la technologie, qui est quand même un secteur core pour nous, Tout à fait, ouais. mais également dans la santé, dans le secteur industriel, voire des matériaux de base et des nouveaux matériaux qui émergent, par exemple, pour les constructions de batteries pour les Santé et voitures technologie, électriques. ça se confond un peu, non Pardon ? Santé et technologie, ça peut se mélanger un petit peu, non On voit quand même que la frontière est de plus en plus Poreuse, étroite ouais. entre la technologie et la santé. Et c'est un secteur qui, on le mentionnait au début, qui vraiment accélère le pas vers la transition avec beaucoup plus de digitalisation, vers des thématiques de la génomique, de l'immunothérapie, où on voit quand même que l'intensité de recherche et développement est en train de s'accélérer. D'accord, Alain. La frontière entre la technologie et tous les secteurs est en train d'être brouillée. Même typiquement une société comme Uber Technologies, donc qui, lors de sa cotation, a dû rajouter de technologie au bout, n'est-ce pas juste une société de taxi qui a su utiliser des technologies innovantes pour fournir son service. Benoît, quel biais de votre côté ? De notre côté, je dirais que c'est plus un biais méthodologique. Effectivement, on peut souvent tomber dans l'écueil, quand on parle de disruption, de se limiter uniquement au secteur des technologies. En réalité, la disruption, ce n'est pas un phénomène qui arrive comme ça par magie. C'est intrinsèquement lié à des grandes tendances structurelles, les évolutions démographiques, les modes de consommation, la transition énergétique, qui justement amène l'arrivée de ces nouveaux business models innovants. Donc nous, justement, on essaie de combiner une approche qui va être macro à une approche de stock picking classique,
qui va nous permettre justement d'allouer entre ces grandes tendances structurelles et puis ensuite, au sein de ces thématiques, d'aller chercher les valeurs qui sont disruptives. Ça nous permet justement d'étendre la diversification et d'aller chercher la disruption un peu partout et pas uniquement sur la technologie. Jacques Aurélien, on est passé très vite sur votre biais de gestion, même trop vite parce que je ne l'ai pas entendu, donc du coup je vous redonne la parole. Alors justement, pour revenir sur notre philosophie de gestion qui est assez complémentaire de celle de mes compatriotes, c'est concrètement d'être très discipliné, très pragmatique. Collègues et amis. On parlait de la République tout à l'heure, il y avait un candidat à la présidentielle. C'est la chronique de Benoît Verchebru qui vous a un tout petit peu... Qui m'a inspiré. Biaisé, justement, qui vous a inspiré. Nous, c'est vraiment notre marque de fabrique, c'est le pragmatisme et peut-être un certain conservatisme. C'est-à-dire qu'on part du principe que le plus grand risque dans ce genre de mutation technologique, c'est de surpayer les choses. Parce que comme on l'a dit précédemment, le leader d'aujourd'hui n'est pas forcément le leader de demain. Donc on va toujours avoir tendance à vraiment rester sur les boîtes qui ont des fondamentaux solides, qui génèrent de la trésorerie, quitte à peut-être parfois rater des belles opportunités, mais avoir cette approche peut-être un peu plus patrimoniale de l'innovation que d'autres acteurs. Il faut s'affranchir de l'effet de mode, en fait. Exactement. Ou de l'effet d'engouement, plus que de mode. Ou de l'effet Jean-Marie Messier. L'effet Oui. Jean-Marie Messier, c'est vous avez raison 10 ans trop tôt, et vous faites quasi faillite. Pourtant, technologiquement, vous regardez ce qui a été dit il y a 10 ans. Après coup, on se dit qu'il avait raison. Il avait raison, mais il a perdu beaucoup d'argent. C'est drôle parce que la question qui suit va pratiquement pouvoir être reliée à Jean-Marie Messier. Et moi, j'avais vécu jusqu'ici une disruption, c'est que je n'avais pas de question de Véronique Delcourt. Ça y est, enfin. Il y en a une qui est arrivée. Bonjour, avec un smiley. Quand on parle disruption, on pense technologie. N'y a-t-il pas un risque de constitution de bulle financière, puisqu'on parlait de Messier il y a un instant dans ce domaine? Alors, parler de bulle comme en 2000, c'est impossible, pour des raisons très, très simples. Il y a des vrais modèles d'activité, il y a des sociétés qui génèrent du chiffre d'affaires et qui ont des technologies solides. Maintenant, le risque de surpayer la croissance comme en 2000, il est là et il est bien réel. Donc, est-ce que les sociétés iront à zéro comme celles qui se vendaient juste sur des noms de domaine? Non. Est-ce que certaines sociétés pourront perdre 50 à 70% de leur valeur? Sans problème. Mais aujourd'hui, on est quand même capable d'acheter des sociétés sur... alors certes, elles font peut-être des profits, mais sur des multiples de profits qui sont quand même assez élevés, comme en 99-2000, finalement. Oui, et ce qui rejoint mon point, qui dit aujourd'hui, le plus dur, ce n'est pas de convaincre les gens de l'intérêt de la disruption, c'est de les convaincre de rester disciplinés. Et c'est pour nous l'essentiel, le cœur du débat aujourd'hui pour bien investir en 2022 et au-delà. Pas de risque de bulle, pareil? Je pense que dans le secteur technologie ou de la disruption, on observe différents cycles et après de maturité, de pénétration, de croissance des sociétés. Et je pense que ce qui est important, c'est de pouvoir mesurer, en fonction du cycle et de croissance dans lequel on est, le niveau de valorisation qui est associé. Si on voit sur les sociétés les plus matures, effectivement, on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, sur les grandes sociétés américaines de technologie, qu'il y a une bulle comme dans les années 99-2000. Elles se payent même aujourd'hui avec un discount le plus bas par rapport au S&P sur 2 ou 3 ans, avec une visibilité, une génération de cash flow qui est extrêmement importante. Mais par contre, lorsqu'on va sur les sociétés qui se sont introduites récemment, sur plusieurs dizaines de milliards de capitalisation boursière et qui ne produit pas de véhicules ou qui est encore en phase d'investissement important, là, on peut se poser des questions sur ce type de société. Donc après, voilà, c'est pouvoir naviguer en fonction du cycle d'innovation, de cycle de pénétration du produit et la croissance et la valorisation qui est associée à ces secteurs. Vous êtes confiant? Ça fait partie de votre métier, donc c'est tout à fait à votre honneur. Je vais poser la prochaine question à Benoît. Elle vient de François Delobel. À l'ère du numérique et des générations ultra connectées, on en parlait tout à l'heure, toute entreprise ne doit-elle pas être disruptive un minimum dans les faits, quelle qu'elle soit? Si, bien évidemment, et c'est ça tout l'intérêt des sociétés qui sont les plus disruptives, qui sont à l'origine de ces bouleversements. Et évidemment, pour pouvoir résister dans cet environnement, on a successivement des vagues d'innovation technologique et qui sont aussi portées par une génération. Il faut bien avoir en tête que cette génération plus jeune, qu'on appelle les millennials, maintenant la génération X, sont par essence des générations disruptives puisqu'ils ont des comportements qui sont très différents de leurs prédécesseurs. Et donc cette génération qui est maintenant dans les entreprises contribue justement à ce caractère un peu plus disruptif pour un peu tout le monde, puisque on a plus naturellement cette tendance à remettre en cause plus souvent l'ordre établi, les conventions, les habitudes. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on constate et justement qui fait que la disruption, on en parle autant et un peu présente à peu près partout, c'est que tout simplement, on est beaucoup plus confronté à ces phénomènes disruptifs et le monde du travail n'y échappe pas.
Et justement, les sociétés, pour garder leur avance, ont besoin d'avoir des innovations de plus en plus disruptives, plus que de faire de l'innovation simplement incrémentale. Alors justement, vous parliez de jeune génération, c'est intéressant. J'ai une question qui est peut-être naïve. On parlait de disruption dans la disruption tout à l'heure. On voit beaucoup de jeunes dans la nouvelle génération qui justement veulent casser en quelque sorte cette avancée technologique permanente. Il y a un retour du vintage qui est très important. Il y a une forme de décroissance qui peut intéresser un certain nombre de jeunes. Est-ce que la vraie disruption, au bout d'un moment, ça ne va pas être une forme de refus de la technologie? Et qu'est-ce que ça changerait pour votre univers? Tu veux commencer? Pardon, je suis désolé, cette question... Passe la balle. Ouais. Non, c'est une bonne question. Je pense que ça rejoint l'intervenant précédent sur la nécessité de la sobriété technologique. À un moment, tout connecter pour le plaisir de tout connecter ou tout mesurer n'a pas forcément de sens. Donc il va falloir en revenir parce qu'il y a des impacts environnementaux qui sont réels. Donc tout le discours qui dit sobriété technologique, j'y adhère complètement. Après, il faut faire attention à ne pas tomber dans l'obscurantisme non plus. C'est-à-dire qu'on a besoin aujourd'hui de nouvelles technologies pour faire face à de nombreux défis sociétaux. Pour vous donner un exemple tout bête, aujourd'hui, vous prenez une salle de classe, chacun a son exercice. Dans le monde de demain, théoriquement, les exercices devraient être auto-adaptatifs pour que l'élève reçoive exactement l'exercice à la bonne difficulté pour lui. La technologie peut apporter ce genre de choses. Donc il ne faut pas passer de l'acceptation en bloc au rejet en bloc des choses. Non, mais je ne faisais pas de morale, moi. Je disais, est-ce que cette frange de la société peut faire bouger les choses dans un autre sens, pour le dire autrement? Et je pense que par contre, il est bon aussi de prendre acte, et notamment que la nouvelle génération prenne du recul par rapport à l'influence des réseaux sociaux qui peuvent avoir des effets sur leur santé mentale, mais aussi sur la santé des démocraties européennes et occidentales au sens large. Donc je pense qu'en effet, il y a besoin de prendre du recul et de ne plus être quelque part dans une sorte de naïveté vis-à-vis des nouvelles technologies, qui était un peu le cas il y a encore 10 ans, quand on considérait finalement que Google, Facebook, Twitter étaient les bienfaiteurs de l'humanité. On en est revenu et c'est une bonne chose. Wesley, un complément de réponse? Je vais juste rajouter qu'on n'observe pas uniquement un rejet technologique ou de consommer de moins en moins de produits technologiques. Je pense que les nouvelles générations se posent de plus en plus de la question de savoir finalement comment je veux vivre, qu'est-ce que je veux faire et comment je peux m'épanouir finalement dans notre vie. Effectivement, ça ne rejoint pas forcément le schéma qu'on a connu il y a 10 ans, 15 ans, où voilà, on doit faire des études, travailler, se lever le matin. Donc il y a une nouvelle approche de la vie avec des envies qui sont différentes et qui engendrent de nouvelles façons de consommer, de nouvelles façons d'approcher certains rythmes de vie ou d'objets et de consommation. Et sans contredire Wesley, il faut faire aussi attention aux mauvaises transformations. C'est-à-dire que certains disent finalement les jeunes ne veulent plus avoir accès à la propriété, ils veulent juste l'usage. Il faut pas oublier le fait qu'il y a aussi une paupérisation des jeunes qui font qu'aussi ils n'ont plus accès à la propriété et que du coup le recours à l'usage est finalement un pis-aller au fait que ils peuvent peut-être plus s'acheter une voiture et louer un parking à Paris, donc ils vont utiliser la mobilité commune. Donc ça, attention, parce qu'on voit que quand le pouvoir d'achat remonte, ils retrouvent les comportements de leurs aînés aussi. Ouais. Donc il y a des changements de comportement, mais il y a aussi des choses qui sont plus liées à des inégalités ou autres. Oui, les 68 arts à l'époque ont fini par s'embourgeoiser. Donc, en effet, Philippe. Tout à fait. Je vais revenir. J'aimerais qu'on revienne un peu sur votre gestion. Et ce que j'aime, ce qui me ferait plaisir, c'est que pour nos conseillers, nos téléspectateurs qui nous regardent, que vous puissiez illustrer un élément récent de l'activité, de l'actualité économique ou l'actualité boursière, pour justement illustrer votre gestion ou la manière dont vous avez pris une position. Jacques-Aurélien ? Je pense que la meilleure façon Ça se complète avec la question que je viens de recevoir d'Arnaud René. Le Nasdaq est au plus bas, qu'est-ce qui changerait la donne? Donc, en effet, ça rejoint la question de Philippe. Très bien. La meilleure façon peut-être d'illustrer le comportement du fonds Big Data que je co-gère avec Chaton, c'est le côté pragmatique, conservateur, et finalement cette volonté de s'inscrire dans le temps, qui est l'ADN de la marque Edmond de Rothschild. Donc on ne sera jamais les premiers dans les phases d'euphorie, mais on sera toujours là. Et ça, c'est important. Et typiquement, pour illustrer votre propos, dans une phase où le Nasdaq est en baisse significative depuis le début de l'année, nous sommes en légère hausse. Donc nous sommes complémentaires, nous avons un comportement différencié, nous essayons de fournir cette régularité et surtout ce pragmatisme. C'est-à-dire que les investisseurs qui veulent se tourner vers l'innovation, mais qui veulent être résolument prudents, quitte à laisser un peu de hausse sur la table, se retrouveront dans notre démarche. Wesley, la dernière décision de gestion dans ton fonds? La dernière décision. Qui explique
Nous, Ça permet d'expliquer à nos téléspectateurs, justement. Nous, dans notre approche, comme je mentionnais, on a une vue quand même qui est assez large et diversifiée de la disruption. Donc les dernières décisions de gestion, ça a été quand même de continuer à baisser un peu l'exposition technologie dans le fond, remonter cette exposition un peu plus cyclique, industrie, automatisation, qu'on peut retrouver au Japon, par exemple, en Asie, de manière un peu plus importante, pour essayer de se décorréler, amortir un peu plus les phases de forte volatilité qu'on a connues ces derniers mois. Et Benoît, qu'on n'oublie pas. Benoît, quand même. N'oublie pas. Ben non. Dernière décision de gestion. Non, écoutez, de façon très générale, justement, on évoquait les problématiques de risque de bulle. Nous, ce qu'on a essayé de faire dans le portefeuille, et ça procède justement de cette analyse top-down et macro, on est dans un environnement de taux qui est peut-être en train de changer. Et donc, justement, ce qu'on a essayé de faire, c'est de réduire à néant tout ce qui n'était pas profitable dans le portefeuille, donc de réduire, on va dire, la duration et tout ce qui a des seuils de rentabilité très éloignés dans le temps. Donc je pense par exemple à toute la hype qu'on a connue sur les valeurs vertes, par exemple, et puis de repondérer des secteurs qui ont justement un peu été en retard sur la période récente ou qui se comportent mieux dans un environnement de taux un peu plus élevé. Je pense par exemple au fintech que j'avais déjà évoqué tout à l'heure. Donc, Merci. Tu reviens sur quelque chose qui est plus palpable rapidement, quelque part. On parle, En termes de rentabilité, je parle. on parle produit, peut-être un titre qui illustre à lui seul le fonctionnement de vos différentes stratégies pour les 5 minutes qui nous restent. Wesley. Moi, je vais parler d'un titre de FinTech. On a parlé de FinTech et c'est vrai qu'on a eu cette vision de FinTech d'être une thématique avec beaucoup de croissance, pas de profitabilité. Et on est rentré dans une valeur il y a quelques mois qui s'appelle Upstart, donc une valeur qui simplement fournit du crédit aux consommateurs aux États-Unis. Et ils le font avec une machine, un process d'intelligence artificielle qui permet d'inclure beaucoup plus de consommateurs et avoir accès au crédit et en même temps de réduire finalement le risque associé. Ils sont partis d'un constat qui était relativement simple. Un subprime digital, alors. Ils sont partis d'un constat qui est très inquiétant, ce que tu dis. relativement important, c'est que le taux d'intérêt que les banques finalement font payer aux consommateurs est beaucoup trop élevé. Et les consommateurs qui ont un crédit et qui ne font pas faillite, et qui font faillite, n'auraient jamais à avoir ce crédit. Donc ils essayent de trouver et d'ajuster finalement au mieux l'équilibre de pertes pour les banques partenaires avec lesquelles ils travaillent. Et ils sont disruptifs justement dans l'octroi du crédit. Alors, ils sont disruptifs dans l'octroi du crédit et ils sont surtout pour moi disruptifs dans la capacité d'inclure de plus en plus de personnes qui étaient sorties du système bancaire aux États-Unis, qui n'avaient pas accès au crédit parce qu'ils avaient une note FICO qui était bien en deçà, qui ne leur permettait pas d'accéder au crédit. Donc il y a aussi cette notion, et on n'en a pas parlé, de la disruption de la technologie, mais cette notion de pouvoir inclure une population beaucoup plus large qui était exclue d'une consommation, d'un process, d'un accès à une certaine technologie. D'accord, Alain. Alors, je vais illustrer par une valeur qui n'est plus dans le portefeuille, mais qui a été la première valeur du portefeuille tout au long de 2021. Une société qui s'appelle Mimecast, qui est un fournisseur de cybersécurité aux États-Unis. Capitalisation moyenne, qui faisait 4 à 5 milliards de capitaux boursières, emmené par son fondateur depuis le début, 20 ans, la cybersécurité des emails. Les emails, c'est 90% des vecteurs d'attaque. Cet acteur de cybersécurité qui leverageait vraiment le big data pour améliorer son service était une société avec une croissance de 15-20%, organique, sans acquisition, quelque chose de très propre, et qui était sur une valorisation qui était raisonnable. Et une valorisation qui nous laissait entendre qu'il y avait 30 à 50% de hausse, notamment si vous êtes racheté par un acteur de private equity. La société a été rachetée en fin d'année dernière. Donc on a été ravis. Et l'illustration de notre approche, c'est qu'en fait, ce matin, il y a une contre-offre encore plus élevée qui est tombée sur cette société, mais comme on a tout vendu, on est passé à côté. Mais ça, c'est exactement notre démarche. On sera peut-être trop prudent, mais on capitalise quand même sur une thématique de croissance. D'accord, vous avez l'honnêteté de... Oui. Dans la maison, il y a une doctrine qui dit qu'il ne faut pas acheter trop tôt ou être le premier, mais surtout vendre. Il faut acheter au son du canon et vendre au son du clairon. Voilà. Au son du clairon. D'accord. Benoît, un produit. Écoutez, je vais vous parler d'une société qui s'appelle Intuitive Surgical dans le domaine de la santé, qui est pour nous probablement le gros gisement de disruption à venir suite à cette crise, puisque
On devrait avoir une vraie réflexion sur l'efficacité de nos systèmes de santé, et l'un des moyens de le faire, c'est d'utiliser ces nouvelles technologies, et notamment la robotique. Et donc cette société Intuitive Surgical, elle fournit des systèmes automatisés. Alors bien évidemment, il y a la science-fiction à l'avenir, à terme, de pouvoir opérer des patients à distance, mais en tout cas, actuellement, leur système va permettre justement de réaliser des opérations beaucoup moins invasives pour les patients. Donc ils se rétablissent beaucoup plus vite, beaucoup plus efficacement, et surtout ils occupent les lits beaucoup moins longtemps dans les hôpitaux. Et ça, c'est crucial avec l'époque qu'on traverse aujourd'hui. Et on pense que ça, c'est vraiment une réflexion probablement sur la décennie à venir qui nous semble particulièrement pertinente. Chirurgie intuitive, donc si je traduis bien ce que vous dites. Merci, c'est effectivement très intéressant et c'est ô combien d'actualité. Vous voulez le résultat du sondage, j'en suis sûr, qui va vous permettre de voir que vous avez une marge de manœuvre importante, puisque à la question « Vos clients sont-ils sensibles à la disruption ?», nous avons 60% de non. À charge, évidemment, pour les CGP qui sont devant leur écran, de convaincre peut-être les clients. Peut-être que ça leur fait peur. Peut-être que ça fait peur, en effet, mais en tout cas, il y a sans doute une possibilité d'aller chercher de nouveaux clients. Merci infiniment à tous les deux, à tous les trois. Merci. Benoît, bon rétablissement, évidemment, tous nos vœux, mais enfin, vous avez l'air plutôt en forme. Merci, on va marquer une petite page de publicité, puis on se retrouve juste après. CPR-AM lance une nouvelle stratégie thématique autour de l'hydrogène. Ce fonds, qui investira dans des actions internationales, sera tout autour de la thématique de l'hydrogène, à savoir le stockage, l'approvisionnement, la production d'hydrogène vert et bien sûr ceux qui vont consommer cet hydrogène, à savoir les industries ferroviaires, le fret et également le transport routier. Ce fonds a vocation à être ESG SFDR 9, ce qui permettra évidemment de produire ensuite des rapports d'impact pour être le plus transparent vis-à-vis de nos investisseurs. Et on en a parlé quasiment tout au long de ces 3 journées. Évidemment, beaucoup de changements, métaverse, NFT, tous ces produits digitalisés, avec une question, est-ce que l'année 2022 sera celle du patrimoine digitalisé? Quelques éléments de réponse avec Laurent Ovion, bien sûr. Avant d'évoquer toutes les possibilités qu'offriront demain ces mondes virtuels, je vous propose un tout petit peu d'explication technique. Pour bien comprendre la lame de fond qu'il se prépare, il faut se référer à notre table ronde d'hier. La technologie blockchain permet d'enregistrer, de tracer et de sécuriser les échanges de fichiers numériques et de garantir que ces échanges sont uniques et que le droit de propriété d'un fichier passe bien d'un portefeuille numérique à un autre. L'exemple le plus connu est le Bitcoin. L'autre versant technologique majeur qui préfigure le patrimoine digitalisé tient en 3 lettres, NFT. NFT pour Non-Fungible Token ou jeton non fongible. Le Bitcoin, que nous venons d'évoquer, est fongible. C'est-à-dire qu'un Bitcoin est l'équivalent et échangeable avec n'importe quel autre Bitcoin. Ils ont la même valeur et strictement les mêmes caractéristiques. Un NFT est non fongible car je ne peux pas remplacer un NFT par un autre NFT. Il est par nature unique. Si on prend l'exemple de la Joconde reste et restera unique, quelle que soit la quantité de photos, copies, dessins et autres posters disponibles dans le monde. Couplé à la blockchain, un NFT devient à la fois un certificat d'authenticité et un certificat de propriété. Cela ouvre des perspectives fantastiques dans l'art, bien sûr, mais également dans le jeu en ligne, dans l'immobilier et dans le développement des mondes virtuels appelés désormais métaverses. Prenons l'exemple de Fortnite ou des Sims bien connus, qui tous les deux proposent d'évoluer dans des mondes virtuels. L'apport des NFT permettra à chacun de s'habiller, s'équiper et vivre dans des environnements uniques et spécifiques avec la certitude que ce que je possède est différent de ce que possède mon voisin. En 2021, nous avons vu des NFT représentant un monstre être vendus aux enchères plusieurs millions de dollars. Nous avons vu des terrains virtuels achetés à coups de millions de dollars par des grandes marques, Nike et Adidas en tête. Et un yacht virtuel s'est même vendu 650 000 $ dans le Metaverse Sandbox. Cela fait bien entendu rêver, mais cela incite aussi beaucoup à la prudence. Car oui, les NFT vont grandement faciliter l'essor de l'art numérique. Et il est opportun de s'y intéresser, à condition de s'entourer d'experts et de savoir ce que l'on fait.
Les ventes aux enchères de vin n'ont jamais, absolument jamais, fait de la première bouteille venue une future pépite. Chez Norcia, nous avons la conviction qu'une nouvelle classe d'actifs 100% numériques va voir le jour dans les 3 à 5 ans qui viennent. Nous nous y intéressons de très près dès aujourd'hui afin de forger notre expérience et développer un savoir-faire. Et nous vous invitons à nous suivre dans cette voie en y affectant quelques pourcents du patrimoine de vos clients. Nous pensons que nous serons tous propriétaires numériques demain. Photos, images, vidéos, musique, terrain et autres artefacts virtuels seront dans nos portefeuilles ou celui de nos enfants et petits-enfants. Cela pose énormément de questions et de défis juridiques, fiscaux, techniques, réglementaires, et nous considérons que nous devons, avec vous, participer à l'émergence de cette nouvelle classe d'actifs. Nous devons absolument mieux comprendre pour mieux appréhender ces actifs. C'est pourquoi nous avons rejoint l'ADAN, l'Association pour le développement des actifs numériques, pour contribuer au débat à venir. Nos experts seront là pour relayer ces travaux et vous aider à y voir plus clair. En attendant, n'oubliez pas, vous pouvez faire toutes les photos, toutes les copies, les dessins que vous voulez, il n'existera toujours qu'une seule et unique Joconde. Votre défi pour le patrimoine de vos clients est de dénicher la future Joconde numérique. Alors la révolution, c'est ne rien révolutionner, c'est tout améliorer. On veut continuer à réenchanter l'expérience partenaire avec plus d'offres, plus de services et plus de relations. Alors plus de relations, donc avec plus de commerciaux assis et debout pour être plus proches de vous, plus à l'écoute pour vous simplifier la vie. Plus de services, eh bien, c'est forcément le digital. Donc à partir de T1, on va vous offrir un module d'arbitrage et de rachat full digital. Et fin du T2 2022, vous aurez à votre disposition un module de souscription full digital. Et puis bien entendu, l'enrichissement de l'offre avec plus d'unités de compte, plus de financiers, plus de fonds de côté, plus d'ETF, plus de titres vifs, plus de sociétés de gestion, il y en a déjà 240, plus de banques dépositaires, il y en a déjà plus de 100. Et bien entendu, le lancement de notre contrat de prévoyance international sur le marché européen.